Saint Seiya est un manga vaste qui a su s'étendre au-delà de son média d'origine, via son animé d'abord, puis au travers de spin-offs, de films d'animation, de films, de séries en 3D, de bandes dessinées, de jeux vidéo, et prochainement de films live. Mais ce que beaucoup de fans oublient, ou en tout cas ne connaissent pas, c'est qu'il y a eu au début des années 2000, à la suite de Saint Seiya épisode G, une autre œuvre Saint Seiya sous un format atypique, des romans. C'est de ces romans que nous allons parler aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Kazayer. Aujourd'hui, on va parler de Saint Seiya Gigantomachia. Saint Seiya Gigantomachia ou Gigantomachia est un roman en 2 tomes publié par la Shueisha dans la collection Jumbo. Ces 2 romans ont été coécrits par Masami Kurumada, l'auteur de Saint Seiya, et Tatsuya Hamazaki, un habitué des adaptations en roman d'histoires provenant de manga. Le premier tome, paru sous le nom de Gigantomachia Mei no Sho, ou Gigantomachia le chapitre de Mei en français, est sorti en août 2022, tandis que le tome 2, Gigantomachia Shi no Sho, ou Gigantomachia le chapitre du sang en français, est sorti, lui, en décembre 2022. L'histoire se concentre sur les Bronzesaints qui vont devoir faire face aux géants et à leur dieu, Typhon. Les événements semblent se produire entre la bataille contre Poséidon et la guerre contre Hadès. Les romans ne sont pas considérés comme canon du fait de cet emplacement très contesté, puisque en fait il ne se passe que quelques heures ou quelques jours entre l'arc Poséidon et l'arc Hadès, ce qui empêche donc de facto de placer Gigantomachia dans le canon du manga. Ces romans sont évidemment peu connus en France, du fait qu'ils n'ont jamais été traduits et officiellement publiés en France. Le résumé que je vais vous faire, ainsi que mon analyse, se base donc sur la traduction proposée par Archange sur Saint Seiyapedia. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés de le lire. Actuellement, un fan manga retraçant Saint Seiya Gigantomachia est en cours de publication sur Amilova. Cette fan BD est adaptée par Chrysos et dessinée par Tsubaki de Vela, aidée au storyboard par Mista. J'utiliserai dans cette vidéo certaines planches issues de leur manga, ainsi que des fanarts, donc n'hésitez pas à aller lire ce fan manga, je mettrai également le lien dans la description. Il n'y a aucun visuel officiel pour Saint Seiya Gigantomachia, hormis les couvertures des 2 romans, c'est pour ça que j'utilise principalement en illustration les pages du fan manga et des fanarts. Gigantomachia est une histoire qui est assez particulière et qui apporte énormément d'élargissement du lore de Saint Seiya, ce qui en fait, à mon avis, une œuvre particulièrement intéressante à analyser. Mais pour commencer, voilà un résumé relativement condensé de Saint Seiya Gigantomachia. L'histoire débute au sanctuaire alors que Shun et Nicole, un nouveau personnage introduit pour le roman, sont attaqués par un mystérieux individu masqué pendant la représentation d'une pièce de théâtre antique. Shun n'arrive pas à intercepter l'individu qui arrive à mettre KO Nicole avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Seiya trouve les cadavres de gardes dans le sanctuaire, apparaît alors leur meurtrier qui se présente comme étant des géants. Seiya tente de les combattre mais ils sont trop puissants. Kiki fait alors apparition et apporte son armure à Seiya. Avec, il arrive à tenir tête aux géants. C'est à ce moment que l'individu masqué apparaît devant Seiya, tenant en otage Yulige, la jeune sainte du sextant, assistante de Nicole. Les géants et l'individu masqué s'enfuirent avec Yulige, indiquant à Seiya de prévenir Athéna que les géants étaient de nouveau libres de leur mouvement et qu'ils se trouvaient en Sicile. Une fois informée de cela, Athéna décida d'envoyer Shun et Seiya en reconnaissance en Sicile afin de retrouver Yulige. Pour les guider, Athéna leur donne un guide qui n'est autre que Mei, un ancien orphelin comme Seiya et Shun qui avait été envoyé par Mitsumasa Kido pour obtenir une armure, mais qui n'avait jamais pu l'obtenir à cause de la mort de son maître. Arrivés en Sicile, les 3 jeunes hommes se firent attaquer par les 3 géants qui portaient de lourdes armures, des Adamas. Ils furent rejoints par un 4e géant, Encélade, qui se présenta comme le grand prêtre des géants, donc leur chef. N'ayant qu'une chance en 4 contre 3, Seiya et les autres se dispersent pour affronter chacun un seul géant à la fois. Seiya affronta Agrios, Shun Thoas et Mei Pallas. Seiya parvient avec difficulté à se débarrasser d'Agrios. De son côté, Shun, bien que n'ayant pas démérité, fut sauvé par l'arrivée in extremis de Yoga qui vaincut le géant. Yoga, Shun et Seiya se dirigèrent alors vers l'Etna, là où semblait se cacher Encélade. Ils furent rejoints par Mei qui expliqua avoir réussi à semer Pallas. Une fois à l'intérieur de l'Etna, ils découvrirent Yulige enchaîné contre un rocher par Encélade. Un combat débuta entre les Saints et le géant, mais leurs attaques étaient inefficaces. En effet, le Plégra, une barrière posée par le géant, absorbait leur cosmos. C'est à ce moment-là que Thoas, Pallas et Agrios, qui n'étaient finalement pas morts, arrivèrent dans la grotte. Seiya tenta une ultime attaque, mais il fut attaqué dans le dos par Mei. Encélade expliqua alors que depuis le début, Mei était de leur côté car il est le réceptacle de leur dieu, Typhon. Typhon commença à prendre possession du corps de Mei. À ce moment,
Athéna apparut pour protéger ses Saints. Typhon tenta de les tuer, mais il n'avait pas assez de force. Il tue alors Thoas et Agrios pour absorber leur force. Mais Mei réussit à reprendre le contrôle de son corps le temps d'un instant, ce qui empêcha Typhon de pleinement retrouver sa force. Fou de rage, Typhon abandonna le corps de Mei pour prendre possession de celui d'Encélade. Alors que tout semblait perdu, une close box apparut avec en son sein une armure de couleur noire. Il s'agissait de l'armure de la chevelure de Bérénice qui vint couvrir Mei. Ne pouvant faire face à Mei et Athéna, Typhon fit exploser l'Etna. Les Saints parvinrent à s'enfuir grâce à l'aide d'Athéna. Une fois au sanctuaire, Sean est envoyé en mission trouver Typhon dans les îles du Péloponnèse. Il y parvient mais se fait attaquer par de nouveaux géants, les fils de Typhon. Il parvient cependant à envoyer un morceau de sa chaîne au sanctuaire pour prévenir Athéna du danger. Pendant ce temps, Pallas attaque le sanctuaire et tue Yulige. Mei, fou de rage, revêt alors son armure et attaque le géant grâce à des fils sortant de sa clause. Alors qu'il allait tuer le géant, Shiryu intervient pour le stopper. Mais Pallas décide de se suicider pour éviter de révéler les secrets de son maître. Peu de temps après, Athéna envoie Seiya, Shiryu, Yoga, Mei et Nicole sauver Sean et vaincre Typhon. Là-bas, chacun d'entre eux affrontera un géant. Yoga affronte Orthos, le chien bicéphale, Seiya affronte Chimera, la bête composite, et Shiryu et Nicole affrontent Ladon, le dragon aux 1000 têtes. Les combats sont acharnés. Seiya et Yoga parvinrent à vaincre leurs ennemis, mais le combat fut si intense qu'il était impossible pour eux de poursuivre vers Typhon. De son côté, Shiryu affronte Ladon aux côtés de Nicole. Cependant, le géant profita de l'obscurité du lieu pour tuer le pauvre suppléant du pop. Shiryu, qui était aveugle, n'avait pas besoin de lumière pour se battre, et engagea un combat à mort contre le géant pour venger la mort de Nicole. Shiryu fut le vainqueur, mais n'avait plus la force de se battre. Seul Mei était encore debout et continua à avancer vers Typhon. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange avec Mei, il ne semblait plus dégagé de cosmos. Mei passa près de Seiya et Shiryu, les deux chevaliers l'encouragèrent, mais ils eurent la même impression que Shiryu. Mei n'avait quasiment plus de cosmos. Mei arriva enfin devant Typhon. Sean était prisonnier, près d'une créature mi-femme mi-serpent, Echidna. Typhon expliqua qu'Echidna portait dans son ventre son fils, qui serait son réceptacle pour obtenir son ultime puissance. Mei tenta d'intervenir, mais Typhon lui arracha la jambe. Pendant ce temps, l'enfant arracha le ventre de sa mère, et au moment où Typhon allait prendre possession du corps, Ikki intervient et brûla l'enfant. Typhon était fou de rage de n'avoir pas d'hôte suffisamment puissant pour acquérir son pouvoir. Mei indiqua à Ikki de prendre Sean et de s'enfuir. Grâce au fil de son armure, Mei parvint à recoudre sa jambe. Le combat contre Typhon fit rage. Mei utilisa alors son ultime technique qui décomposa son armure et son corps en fil, entourant Typhon. Le cocon ainsi formé bloquerait le géant pendant des millénaires. Seiya et les autres purent rentrer au sanctuaire, et c'est ainsi que se termine Senseiya Gigantomachia. Comme vous avez pu le comprendre au travers du résumé, de nombreux éléments nouveaux ont été intégrés dans cette histoire, certains ne permettant pas la canonicité du roman. Avant de commencer l'analyse, je voudrais donc rappeler que le roman ne peut pas être canon avec le manga, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, du fait de l'impossibilité de son intégration dans la chronologie. En effet, Gigantomachia se passe à un moment où Saori dirige le sanctuaire, et où Shiryu est encore aveugle. Le seul moment dans le manga propice est donc entre la partie Poséidon et Hadès. Or, Nachi indique dans cet arc qu'à peine Athéna était revenue de sa bataille contre Poséidon, que le sanctuaire était déjà en alerte. Il ne s'est donc écoulé que quelques jours entre l'arc Poséidon et l'arc Hadès. Mais dans Gigantomachia, le récit s'étale sur plusieurs semaines. Il est donc de facto non canon. Il est tout de même intéressant de parler de Gigantomachia, et notamment de son utilisation et de son intégration des éléments du Taizen et de l'hypermythe dans son récit. En effet, deux éléments repris dans ses ouvrages sont utilisés dans Gigantomachia, la volonté divine, ou Big Will, et le nombre de clauses. Le fait le plus intéressant est sûrement le nombre de clauses. Effectivement, d'après le Taizen, Athéna dispose de 88 clauses, ou 88 armures, correspondant aux 88 constellations, 12 en or, correspondant aux 12 signes du zodiaque, 24 en argent, et 48 de bronze, plus 4 armures manquantes de matériaux inconnus. Gigantomachia explique quant à lui que le nombre total d'armures n'est pas vraiment connu, et que le nombre de 88 est uniquement basé sur le fait que pendant l'une des guerres saintes, 88 chevaliers étaient présents, mais cela n'indiquait pas le maximum d'armures dont dispose Athéna. Le roman poursuit en expliquant que bien qu'il y ait 12 armures d'or, alors 13 si on compte Next Dimension, mais à l'époque Next Dimension n'était pas sorti, le nombre d'armures d'argent et de bronze, lui, il est variable, et qu'il pouvait même y avoir des armures qui changeaient de caste. Cette explication est là en fait pour justifier le fait que certaines armures,
correspondent à des constellations modernes, et donc qu'elles n'étaient pas forcément connues au temps mythologique, et donc les armures n'auraient pas pu être forgées. Mais Gigantomachia, il explique alors que les armures, elles vont changer à travers le temps, elles vont changer de forme, de caste ou même de constellation en fonction des époques. Tout le fait que des constellations modernes peuvent avoir leurs armures dédiées. Élément qui a d'ailleurs sans doute été repris dans Senseiya Omega, qui prend pas mal d'éléments du Taizen et de l'hypermythe, et donc sûrement de Gigantomachia. On peut le voir notamment avec le fait que l'armure de l'aigle soit passée d'argent à bronze. Personnellement, même si cette info n'est pas canon, je trouve qu'en fait l'explication elle est plutôt convaincante, et elle arrive à concilier les explications du manga et du Taizen, qui semblaient parfois contradictoires. L'autre élément intéressant, c'est évidemment la volonté divine, appelée Big Will. Dans l'hypermythe, le Big Will est présenté comme un élément né du Big Bang et qui aurait créé la Terre. De cette Terre, Gaïa, seraient nés les hommes, tous capables d'éveiller le septième sens. Mais parmi ces hommes, certains parvinrent à éveiller la volonté divine, donc le Big Will. Ils étaient 3 au tout début, Zeus, Poséidon et Hadès. D'autres hommes y parvinrent et créent d'autres mythes, comme les dieux égyptiens, nordiques, les géants, les titans, etc. D'après le Cosmos spécial, toutes les mythologies coexistent donc au sein de l'œuvre Senseiya, ce qui est donc cohérent avec l'arc Asgard et avec Omega. Gigantomachia nous propose une explication plus poussée sur le Big Will. Cette énergie serait immortelle et immatérielle et traverserait les âges. C'est ce Big Will qui serait la force et la conscience des dieux, leur permettant de se réincarner comme Athéna, ou de contrôler un hôte pour vivre sur Terre, à l'image de Poséidon ou Hadès. Ici, Typhon doit également avoir un hôte pour vagabonder sur Terre, et Encelade explique que c'est la volonté divine de Typhon qui lui permet de prendre possession des corps. D'après Gigantomachia, le Big Will est donc l'essence des dieux, immortelle et immatérielle, qui impacte les hommes en les manipulant. Mais l'œuvre va plus loin, en indiquant que la volonté divine ne va pas faire que prendre possession des hommes, elle peut également les manipuler, à l'image d'Athéna, dont la volonté divine s'est incarnée dans Saorikido, et qui, au travers d'elle, contrôle, entre guillemets, de jeunes garçons pour créer son armée. À ce titre, Mei est alors manipulée par Typhon, qui prend possession de son corps via sa volonté divine, et par Athéna, puisqu'étant un saint, il doit se soumettre aux décisions d'Athéna, et donc de sa volonté divine. Décisions qui vont parfois à l'encontre de ce que veut vraiment Mei, comme on peut le voir à certains moments dans le roman. Mei est donc le personnage qui est tiraillé entre le bon côté symbolisé par Athéna et le mauvais côté symbolisé par Typhon, mais ces deux côtés manipulent Mei, montrant que finalement il n'y a pas vraiment de bien et de mal, juste une notion qui diffère en fonction des individus. On voit donc qu'avec le roman, on a une réutilisation qui est très habile de certains éléments de lore ajoutés par le Taizen et le Cosmos spécial, mais remaniés pour être au maximum cohérent avec le manga, et surtout pour ajouter une touche de profondeur au récit. D'ailleurs, les deux tomes sont écrits de la même manière qu'une tragédie en 3 actes, en prenant notamment modèle sur la pièce d'Oreste, qui est celle qui est décrite au début du roman, quand Sean et Nicole sont attaqués. Ce qui est en quelque sorte une mise en abîme du récit. Un autre ajout plus qu'intéressant dans cette œuvre, c'est ses personnages. Nous en avons plusieurs qui sont inédits. Déjà il y a l'ensemble des géants avec les frères de Typhon, Agrios, Thoas, Encelade et Pallas, qui, même s'ils sont pas mémorables, ça apporte des ennemis qui sont de taille dans la saga, et qui d'ailleurs n'ont pas été tués par nos héros, ce qui est quelque chose d'assez rare pour le souligner. S'ajoutent également les enfants de Typhon, Chimera, Ladon et Orthos. Eux, d'après moi, ils ont beaucoup moins d'impact que leurs aînés, et ils sont vraiment là que pour être une opposition à nos héros dans le tome 2. Après, pour terminer, on a le grand méchant, Typhon, qui m'a pas forcément plu dans sa façon dont il a été traité, parce qu'il est vraiment sans nuance, et puis surtout il a un caractère qui est bipolaire très étrange. Alors évidemment c'est pour symboliser sa moitié feu, moitié foudre, et puis également pour symboliser la dualité entre Athéna et Typhon, mais j'aurais apprécié qu'il soit un peu plus cohérent dans sa construction, même s'il apporte beaucoup dans le manichéisme, justement dans le non-manichéisme de ce récit. Je pense que le personnage, il aurait gagné à être beaucoup plus développé, notamment sur ses motivations, parce qu'en fait le roman, il nous explique simplement que l'animosité de Typhon, elle est juste naturelle, de la même manière que deux espèces s'affrontent, les géants doivent affronter les humains. Et ce manque de motivation, il impacte un petit peu les enjeux du récit, et ça donne une impression d'une histoire qui est juste pour raconter une histoire, sans pour autant vouloir faire passer un message quelconque,
ce qui est faux, puisqu'il essaye vraiment de faire passer un message, ce roman, et c'est plutôt dommage parce que c'était plutôt bien écrit, donc ça aurait été plus intéressant de développer convenablement le grand méchant. Du côté des gentils, nous avons de beaux ajouts en termes de personnages, avec Yulige du Sextant, une sainte de bronze suppléante de Nicole, qui lui est le saint d'argent de l'autel, donc en gros le second du grand pop, qui fait l'intendance en l'absence de celui-ci, qui explique un petit peu comment le sanctuaire a pu être dirigé malgré la mort de Saga. L'ajout de ces deux personnages, elle donne de l'épaisseur et puis de la cohérence au sanctuaire, et surtout à la mission du sanctuaire qui n'est pas là juste pour faire figuration, il a bien un impact sur le monde. Et pour moi, le personnage le plus important et le plus impactant du récit, étant même le personnage principal pour moi du second tome, c'est Mei de la chevelure de Bérénice. Ce personnage inédit apparaît au début du tome 1 en tant qu'apprenti Saint n'ayant pas réussi à obtenir d'armure, et il va être le guide de Seiya et des autres en Sicile. Nous apprendrons beaucoup d'éléments sur le personnage, notamment qu'il est, comme Seiya et les autres, le fils de Mitsumasa Kido, mais surtout que lui était au courant des manigances de son père. C'est d'ailleurs Mei qui expliquera que Mitsumasa Kido ne voulait pas envoyer ses enfants à une mort certaine, mais qu'il le faisait en fait pour Athéna. Nous apprenons également que Mei devait reprendre à la base la direction de la fondation Grade, mais que, il a lui-même choisi de partir comme ses frères pour ne pas être différencié et être comme eux. Il a fait son entraînement de Saint en Sicile auprès de son maître Desmasque du Cancer, qu'il décrira comme un maître aimant, ce qui est assez surprenant au vu du caractère de Desmasque dans le manga. Nous apprendrons également qu'il a en réalité réussi à obtenir l'armure de la chevelure de Bérénice, et que celle-ci était voulue par Saga pour préparer la bataille contre Athéna. Malheureusement, c'est au contact de l'armure que Typhon commencera à prendre possession du corps de Mei. En effet, l'armure de la chevelure de Bérénice est une armure spéciale qui n'est ni d'or, ni d'argent, ni de bronze, mais complètement noire et qui a la capacité de sceller Typhon et sûrement d'autres dieux, d'où le fait que Saga la voulait sûrement pour vaincre Athéna. Mei a donc un destin tout tracé. Son sacrifice était inévitable, puisque seule son armure a la capacité de stopper la volonté divine d'un dieu. Tout le long du récit, Mei sera tiraillé par son envie de vivre et par sa volonté de tuer Typhon. D'ailleurs, la fin du roman laisse suggérer que Mei a été tué par l'Adon et que c'est sa volonté et l'armure qui le maintiennent en vie pour l'affrontement final, d'où l'absence de son cosmos. Mei est donc la figure de cette tragédie dont il ne peut échapper à son destin, et même sa mort ne lui permet pas le repos. C'est un personnage qui est extrêmement intéressant, et qui, comme le reste du roman, sort des poncifs classiques de Senseiya. C'est d'ailleurs le point le plus positif que l'on peut trouver sur ce récit, il est rafraîchissant et loin d'être cliché. Certes, Shun, il est sauvé, mais pas par son frère, et en plus, il est sauvé par Hyuga, mais après un combat acharné où il avait quasiment gagné. Seiya, il affronte pas les demi-finales, de nombreux amis de nos héros meurent, et Athéna n'est pas présentée comme la fille fragile, mais bien comme une guerrière, certes qui doute, mais surtout qui va agir en étant ses saints, notamment dans le mont Etna. D'ailleurs, Athéna n'est pas dépeinte comme la gentille, mais juste comme celle que les hommes ont choisie. Senseiya Gigantomachia est donc une œuvre complexe et profonde, qui même si elle n'est pas exempte de tout défaut, bien au contraire, elle a su tirer profit du lore très riche de Senseiya pour raconter une histoire qui n'a pas d'impact global, mais qui n'en est pas moins marquante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Senseiya Gigantomachia, c'est une œuvre qui est assez méconnue, mais j'espère avoir pu vous en apprendre un petit peu plus sur ce spin-off très particulier. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris ou si j'ai oublié d'expliquer certaines choses. Je vous invite à me suivre sur Twitter ou à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez plus d'informations sur Senseiya, les liens sont dans la description. Et sinon, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.